Les angiospermes, littéralement graines dans un récipient, sont les plantes dont les organes reproducteurs sont condensés en une fleur, appareil reproducteur complexe, souvent hermaphrodite, et dont les graines fécondées sont enfermées dans un fruit. Comme elles sont fixées au sol par leurs racines, leur reproduction sexuée dépend d'agents pollinisateurs, comme la gravité, l'eau, le vent et les animaux, majoritairement les insectes, qui leur ont permis de coloniser tous les continents, de l'équateur aux régions polaires, et du niveau de la mer jusqu'en haute montagne, les eaux douces, comme ici ce nymphéacée en fleurs, et même le domaine littoral, comme avec ces herbiers à zostère de Molène ou à Posidonie de Saint-Mandrier. Or, la pollinisation croisée des fleurs, suivie de leur fécondation, est indispensable à la formation des graines et des fruits, et donc à la formation de la génération suivante, et à la pérennité des espèces, tout en y apportant de la diversité génétique et donc de l'adaptabilité. Le butinage par les insectes et son corollaire, la pollinisation croisée entomogame, sont des processus biologiques aussi importants pour les insectes pollinisateurs qui s'en nourrissent que pour les plantes à fleurs, car elle leur permet de se reproduire par voie sexuée et assure ainsi la pérennité des espèces d'angiospermes, tout en y apportant de la diversité, donc de l'adaptabilité. Pour attirer les insectes, la sélection naturelle a criblé chez les angiospermes des organes floraux, parfois extrêmement complexes, qui leur permettent d'attirer les pollinisateurs qui butinent leurs fleurs à la recherche de nectar sucré et de pollen. Les principaux pollinisateurs sont les coléoptères, ici sur un géranium sanguin à un Oedemera nobilis mâle, surnommé cycliste vert en raison de ses grosses cuisses, les papillons, dont plus de 80% des espèces sont en déclin, les diptères, comme cette mouche qui aspire le nectar de chacun des fleurons de cette Euryops pectinée, et bien évidemment les apidés, experts en pollinisation, comme on le voit avec ces abeilles, qui butinent des bignonnes arrivées à maturité, et ces bourdons, qui aspirent le nectar des fleurons de Gaziana, astéracée sud-africaine. Je vous propose de découvrir dans cette vidéo le bourdon et son cycle biologique, la coévolution entre les angiospermes et les apidés avec quelques-unes de leurs adaptations, les travaux de Dominique Clark sur les interactions électriques entre la fleur et le bourdon, avec l'électrosensibilité du bourdon et l'électropollinisation des plantes à fleurs, et de faire un bilan contextualisé de la coévolution dans des écosystèmes dégradés par les biocides et le réchauffement climatique. On voit ici une jeune butineuse, tout juste sortie du nid, toute excitée et un peu brute, qui pollinise par vibration et en remuant sans ménagement cette fleur d'Astromeria. Les bourdons, reconnaissables à leur bourdonnement caractéristique et à leur corps trapu et poilu, sont de zélés pollinisateurs des plantes à fleurs, bien plus efficaces que les abeilles. Polyphages, ils butinent d'avril à octobre avec peu de spécificité, tous les types de fleurs à corolle, et cela par tous les temps, du matin au soir. Ces insectes sociaux vivent dans un nid construit au printemps par une jeune reine fondatrice, dans d'anciens terriers de rongeurs, comme au pied de cette terrasse, dans des vieux murs, dans des trous creusés dans un vieil arbre, voire ici dans un bâtiment agricole. La vie sociale des bourdons est organisée en 3 castes, autour d'une reine-mère fondatrice, ouvrière stérile, sauf exception, mâle et jeune reine fertile. L'organisation sociale des bourdons s'observe mieux dans cette ruche pédagogique de la ferme aux insectes de la coopérative maraîchère Savéole, qui produit des tomates et des fraises sous serre, et que je remercie chaleureusement. Les céristes utilisent des ruches à bourdons terrestres, moins agressifs et plus efficaces pour polliniser par vibration les fleurs de tomates et de fraises tout au long de la saison. Chaque ruche renferme une reine, des ouvrières, un couvain, pupe, œufs et larves, et va se comporter comme un nid sauvage. Les butineuses partent dès le lever du jour, butiner les fleurs de tomates, et rentrent régulièrement à la ruche, leur jabot social rempli avec leur plein de nectar. Au printemps, la jeune reine sortie de sa diapause hivernale pond une série d'environ 8 à 16 œufs, regroupés d'abord dans une chambre incubatrice commune, puis en autant de cocons larvaires sphériques individualisés, dans lesquels se déroulera la nymphose, qui se terminera par l'émergence, au bout de 20 à 30 jours, de jeunes adultes. La reine, seule à la manœuvre depuis la fondation du nid, ne le quitte que pour aller butiner du nectar et récolter du pollen. La deuxième ponte n'a lieu que lorsque les individus tous femelles de la première couvée ont atteint le stade nymphal. Puis, les premières ouvrières butineuses vont progressivement remplacer la reine et récolter du nectar et du pollen, alors que dans le nid, les ouvrières d'intérieur entretiennent le couvain et nourrissent les larves avec du pollen. Un plein de nectar oblige le bourdon à exploiter plus de 200 fleurs, pour prélever 25 fois plus de nectar que ce qu'il consomme.
Ce nectar sucré, composé majoritairement de glucides, est une source de matière organique carbonée et d'énergie, alors que le pollen est une source de lipides et de protéines, donc d'azote et de phosphore, pour les individus restés au nid, mais surtout pour les larves du couvain qui s'en nourrissent exclusivement. L'intégralité des structures jaunes du nid, notamment la paroi des cocons de ponte et des cocons larvaires individuels, sont construits à partir de pollen agglomérés par la salive. Dans cette ruche pédagogique fermée, les bourdons sont nourris avec une réserve de sucre située sous le nid, qu'ils prélèvent au niveau d'une mèche. Les réserves de pollen pour alimenter les larves, construire et entretenir les cocons, sont placées sur le côté de la ruche. Pour alimenter les larves, les ouvrières percent un trou au sommet du cocon, puis le rebouchent une fois la larve nourrie. Les butineuses partent dès le lever du soleil, butiner les fleurs du jardin et rentrent régulièrement déposer le pollen dans les coupes à pollen et transférer leur nectar dans des pots à miel ou, par trophalaxie, depuis leur jabot social au jabot des individus restés au nid. Le partage trophalactique est essentiel à la survie des bourdons, qui restent à l'intérieur de la ruche, comme les mâles, les ouvrières non butineuses et les larves. Les cellules du couvain résultent donc de l'empilement d'une série de pontes d'environ 8 à 16 œufs, regroupés d'abord dans une chambre incubatrice commune, puis en autant de cocons larvaires sphériques individualisés, recyclés après la sortie des adultes par la reine et les ouvrières, en pots à miel et à pollen. Le rythme de ponte se poursuit ainsi après chaque nymphose, de sorte que le couvain se développe de façon irrégulière vers le haut et vers l'extérieur par ajout de groupes de 8 à 16 cocons, ce qui permettra à la colonie de s'agrandir tout au long de l'été et de remplacer les ouvrières qui ne vivent que 4 à 6 semaines environ. L'apparente désorganisation du nid par rapport au nid de l'abeille s'explique par le cycle annuel du bourdon qui n'essaime pas et dont toute la colonie, sauf les reines filles, meurt au début de l'automne. Vers la fin de l'été, quand la colonie arrive à maturité, la reine commence à pondre les mâles et les femelles, futures reines de la colonie, qui seront mieux nourries par ses ouvrières. À la fin de l'automne, le nid est abandonné, et les reines filles fécondées entreront en diapause puis en hibernation, et assureront au printemps la fondation d'une nouvelle colonie. Les ouvrières ont une durée de vie limitée à environ 1 mois, et en fin de vie, elles ne rentrent pas au nid, et se laissent mourir, ici sur une fleur d'échium. Le cycle du bourdon peut se résumer ainsi. Sortie de la reine au printemps vers le mois d'avril, après sa diapause hivernale de 6 mois. Recherche d'un trou pour y faire un nid. Butinage durant 1 mois pour faire des réserves de nectar et de pollen. Ponte d'une première série de 8 à 16 œufs incubés dans une nurserie commune. Stade larvaire dans des cocons individuels construits de pollen aggloméré. Entretien du premier couvain et nourrissage des larves par la reine. Transformation des larves en nymphes au bout de 20 à 30 jours. Apparition des jeunes bourdons femelles stériles qui partiront butiner et qui entretiendront le couvain. Nouvelle série de pontes de 8 à 16 œufs 20 à 30 jours après la première ponte. Croissance de la colonie vers le haut et les côtés au gré des pontes. Ponte des œufs sexués en été avec naissance des mâles et des futures reines. Accouplement des futures reines et des mâles à la fin de l'été. Mort de la colonie à l'automne, sauf des jeunes reines, et enfin hibernation à l'abri dans un trou et entrée en diapause des jeunes reines. Les apidés et les angiospermes entomophiles possèdent ainsi depuis au moins 100 millions d'années une histoire coévolutive, longue, complexe et remarquable, faite de rétroactions qui ont sélectionné des structures et des comportements, comme le butinage et la pollinisation, conférant aux 2 partenaires une meilleure valeur adaptative, sélective et reproductive. Les fleurs, avec leur diversité incroyable, explorent tous les chemins possibles de la sexualité, à partir du modèle de base d'une fleur hermaphrodite, en rapprochant dans la fleur les organes des 2 sexes, tout en bloquant l'autofécondation, sans l'interdire totalement. L'histoire des angiospermes commence il y a environ 125 millions d'années par l'invention de la fleur, puis d'une association mutualiste avec les insectes pollinisateurs, et s'est poursuivie depuis par une succession d'innovations évolutives, avec sélection de structures et de mécanismes hautement sophistiqués pour attirer les insectes pollinisateurs, jusqu'à ressembler chez l'Ophrys abeille à une abeille ou à un bourdon. L'orchidée attire l'apidée en produisant une odeur qui imite l'odeur de l'abeille femelle. De plus, le motif du labelle se comporte comme un leurre que l'abeille mâle confond avec une femelle. Le transfert de pollen se produit pendant la pseudocopulation qui s'ensuit.
À la base du pédoncule floral, on trouve une bractée verte protectrice du bourgeon floral et le plus souvent peu attractive, sauf chez le bougainvillier. L'extraordinaire diversité florale conserve dans la fleur les organes reproducteurs dont les pièces florales sont réparties chez les fleurs hermaphrodites sur 4 verticilles concentriques avec de la périphérie au centre. Un premier verticille de sépale formant le calice, également protecteur, mais qui peut être coloré comme dans le cas des lys. Un deuxième verticille de pétales colorées et odorantes, donc attractives, forme la corolle, sur laquelle se trouvent souvent des lignes et des taches rayonnantes, véritables pistes d'atterrissage qui mènent le bourdon au centre sexué de la fleur et à la base desquelles se trouvent des nectaires, glandes sécrétrices de nectar sucré, généralement situées sur un disque nectarifère. Dans certaines corolles, comme celle des digitales ou d'Astromeria, les taches sont de plus en plus petites en allant vers l'intérieur. Ce système de guidage couleur est de forme très spécifique, change de couleur mais aussi d'odeur avec la maturité de la fleur, comme chez l'échium ou vipérine, qui opèrent une reconversion de couleur au dernier moment. Elles ont d'abord une corolle rouge, puis à mesure qu'elles s'épanouissent, elles virent au bleu. Certaines fleurs importées, comme la capucine originaire du Pérou et pollinisée par les oiseaux-mouches, possèdent un long éperon nectarifère trop long pour les insectes locaux. Certains bourdons opportunistes font un trou sur le côté de l'éperon pour accéder au nectar, et cela sans la polliniser. La coévolution a sélectionné certaines corolles, comme chez les lamiacées, de diamètre adapté au quart de millimètre à celui du bourdon et à la longueur de ses poils. Un troisième verticille mâle d'étamine forme l'androcée qui produit le pollen, qui peut être chez certaines espèces comme le rince-bouteille, coloré, olfactif et attractif, véritable supermarché à nectar et pollen en ce début de juin. Enfin, un quatrième verticille femelle de carpelle forme le gynécée ou pistil à la base duquel se trouvent les ovules avec leurs zoosphères. La coévolution des insectes avec les angiospermes a sélectionné en miroir chez le pollinisateur des organes et des fonctions capables de détecter les fleurs riches en nectar et en pollen et de les butiner. Les bourdons sont d'abord guidés par l'odeur des fleurs, mélange complexe de composés organiques volatiles spécifiques, détectés par des chémorécepteurs de l'extrémité de leurs antennes, ce qui leur permet, après interprétation nerveuse, de remonter le gradient d'odeur dans le sens croissant de concentration jusqu'à la fleur. Ils sont ensuite guidés par leur vision des formes et des couleurs. Comme leurs yeux à facettes ont une acuité visuelle de 1/80 de l'œil humain, les abeilles et les bourdons distinguent mal les formes des corolles, sauf celles qui ont un contour très découpé, comme les capitules d'astéracées ou les fleurs asymétriques et zygomorphes des fabacées ou des orchidées, qui ont été sélectionnées par l'évolution. Leur vision des couleurs est décalée par rapport à la vision humaine, du rouge qu'elles ne voient pas, vers l'ultraviolet, réfléchi par les pigments floraux comme les flavonoïdes, soit de 300 à 500 nanomètres de longueur d'onde, contre 400 à 800 nanomètres pour l'homme. Ainsi les bourdons voient les ultraviolets qui peuvent absorber ou réfléchir selon les espèces et les conditions, ne voient pas le vert d'une fleur qui se confond avec l'ensemble du paysage végétal, ne voient pas le rouge qui apparaît en noir, ce qui les empêche de voler, et en absence de repères ils se laissent tomber, confondent le jaune et l'orangé, ne voient pas le rouge qu'il y a dans l'orange mais n'en voient que le jaune, ne voient pas le rouge qu'il y a dans le violet qu'ils effacent pour n'en voir que le bleu, mais ils sont tout de même attirés par les fleurs rouges de coquelicots parce qu'elles reflètent la lumière ultraviolette. Par contre, leur vision d'une corolle est considérablement améliorée par les lignes et les taches rayonnantes des pétales qui les guident vers le fond de la corolle où se trouve le nectar, en leur permettant au passage de polliniser le pistil et de repartir avec du pollen accroché aux soies de leur corps poilu. Comme on le voit ici, les jeunes butineuses, tout juste sorties de leur cocon nymphal, inexpérimentées et maladroites, se jettent dans les fleurs sans discernement et avec peu d'efficacité. Mais au fil des jours, elles vont apprendre à reconnaître les fleurs mellifères, acquérir de l'expérience et optimiser leur butinage. Tous ces sens permettent aux bourdons d'optimiser leur recherche de fleurs mellifères, car ils sont obligés de prélever 20 fois plus de nectar que ce qu'ils consomment, en sachant qu'un plein de nectar les oblige à butiner près de 200 fleurs avant de rentrer au nid à la vitesse de 3 mètres à la seconde. Les bourdons récupèrent aussi le pollen ramassé en tas, qu'ils mélangent à du nectar pour en faire une pâte bien collante, envoyée ensuite sur le côté des 2 pattes arrière, où se trouvent un peigne et une brosse, qui leur permettent de regrouper le pollen sur une corbeille aplatie et élargie du tarse, et cela, comme on le voit, en prenant soin de bien équilibrer la charge des 2 côtés.
En observant attentivement un bourdon butiner un massif de fleurs à maturité, on remarque que cet infatigable travailleur ne visite pas systématiquement toutes les fleurs. Il pénètre dans certaines corolles dont il semble reconnaître le potentiel nutritif, et au fond desquelles il prélève le nectar et semble délaisser d'autres fleurs, pourtant apparemment identiques, sans même prendre le temps de les visiter. Des scientifiques de l'université de Bristol ont découvert en 2013 chez le bourdon une nouvelle perception, l'électrosensibilité. Bombus terrestris est capable de détecter le champ électrique entourant une fleur et d'utiliser cette signature pour la butiner ou pour la délaisser. Les bourdons, comme les avions, perdent des électrons en volant dans l'air et accumulent des charges positives, donc de l'électricité statique, qui, sur un avion, est évacuée par les petites antennes placées à l'arrière des ailes et sur l'empennage. Les bourdons en vol ont donc un potentiel électrique positif, tandis que les fleurs sont chargées négativement. Cette différence de potentiel favorise le transfert électrostatique bidirectionnel du pollen entre la plante et les insectes. Les chercheurs ont constaté que la visite d'un bourdon sur une fleur de pétunia modifie le potentiel électrique de la fleur de 25 mV pendant environ 100 secondes. Cette décharge commence par induction électrostatique avant même que l'insecte ne se pose. Ces interactions électriques contribuent à la perception du champ électrique floral et à la pollinisation de la plante. L'électrosensibilité du bourdon, démontrée par les études de Dominique Clark en 2013, approfondie en 2017 par vibrométrie laser Doppler, leur permet de détecter de fines variations dans le champ électrique atmosphérique, mais surtout floral, et de modifier leur comportement et leur physiologie en conséquence. La base sensorielle de la détection des champs électriques chez les bourdons se trouve sur ses poils électrosensibles, du sommet de son gros thorax, qui sont déviés mécaniquement par un stimulus électrique, qui fait naître des messages nerveux transmis au système nerveux central du bourdon, qui intègre l'information et adapte son comportement en conséquence. Il va donc soit butiner la fleur, soit s'en désintéresser. Dans son étude, Clark a également démontré que les bourdons peuvent utiliser l'information électrique pour distinguer les fleurs gratifiantes à nectar abondant de celles qui ne le sont pas. Enfin, ils ont montré que les bourdons n'apprennent pas facilement dans un environnement électriquement neutre. En associant des fleurs riches en sucre à un champ électrique continu de 30 volts et des fleurs témoins sans champ électrique, ils ont démontré que les bourdons butinaient davantage les fleurs chargées négativement, comme s'ils avaient perdu l'information électrique des fleurs neutres. Cette inégale distribution de charge de la fleur, liée à sa géométrie, a été mise en évidence par saupoudrage électrostatique de fleurs de lys blanc, avec une poudre bleue chargée positivement. Les dépôts hétérogènes de poudre révèlent des différences spatiales de charge dans la fleur, les niveaux de dépôt les plus élevés correspondant aux points de plus forte densité de charge négative sur la fleur, comme le bord des pétales et les organes proéminents. Les chercheurs ont ainsi mis en évidence la capacité des bourdons à avoir une image spatiale du champ floral et de ses formes géométriques par contraste électrique avec le champ électrique de l'air ambiant. La géométrie du bord des pétales, les structures florales proéminentes comme les anthères et les stigmates, où la densité de charge est élevée, crée un champ électrique local intense au niveau duquel les forces électriques sur les charges sont plus élevées, ce qui structure spatialement le champ floral et lui donne un contour électrique pour le bourdon. Mais cela pose la question de l'impact potentiel des champs électromagnétiques artificiels issus de l'activité humaine, téléphone, lignes de haute tension, sur le comportement des bourdons et autres insectes pollinisateurs. Les bourdons disposent ainsi de nombreux signaux floraux multimodaux captés par leur sens olfactif, visuel et électrique, qui décodent ces informations et leur permettent de sélectionner les fleurs à nectar et pollen abondants et de délaisser les autres, ce qui leur fait économiser du temps et surtout de l'énergie. Les chercheurs ont également démontré que lors de l'approche finale du bourdon vers la fleur, les forces électrostatiques entre ces deux corps augmentent rapidement et le transfert du pollen sur 1 à 2 cm se fait rapidement à la vitesse du mètre par seconde, et cela dans les deux sens, du bourdon au stigmate et des anthères au bourdon, par des forces électrostatiques supérieures aux forces de gravité. Le transfert électrostatique obéit à la loi de Coulomb, selon laquelle la force est proportionnelle au produit des charges et varie en carré inverse de la distance entre les charges et s'applique à des microparticules de pollen d'environ 20 micromètres et quelques nanogrammes. Le pollen, attiré par la force de Coulomb, adhère ainsi provisoirement sur le bourdon et le stigmate. En l'absence de ces forces électriques électrostatiques, les grains de pollen seraient perdus pour la fleur et le bourdon, sous l'influence de la gravité ou du vent.
La baisse de l'électronégativité de la fleur est interprétée par un bourdon expérimenté comme un message que la fleur vient d'être butinée et qu'il n'y a pas ou peu de nectar et qu'il ne sert à rien de perdre son temps et son énergie pour une maigre récolte. Comme la vie est une lutte pour l'énergie et la reproduction, cette information est précieuse pour les butineuses, dont la durée de vie est courte et qui butinent de 7h à 19h dès 5 degrés pour apporter à la ruche le nectar, source de glucides donc d'énergie, et de pollen, source de lipides et de protéines pour le couvain. Les bourdons disposent ainsi de nombreux signaux floraux multimodaux, captés par leur sens olfactif, visuel et électrique, qui décodent ces informations et leur permettent de sélectionner les fleurs à nectar et pollen abondants et de délaisser les autres, ce qui leur fait économiser du temps et surtout de l'énergie. Vous voyez ou pas comment ça bouge? Est-ce que vous voyez bien que la différence de potentiel est tellement importante que les étamines bougent? Est-ce que vous voyez bien? C'est bon? Les étamines ici, elles font 1 centimètre. D'accord? Tout le monde, vous avez vu les filles là? Et le pollen, il fait 20 micromètres. Donc vous comprenez bien que s'il est capable de faire bouger des étamines aussi grosses, ben, sans problème, déplace le pollen infiniment plus petit. Nous avons mis en évidence, avec les élèves de terminale spécialité SVT du lycée de l'Élande de Landerneau, le transfert bidirectionnel de pollen dans un champ électrique avec une fleur de lys, exposée au champ électrique produit par une tige en verre, frottée par une peau de chat et dont la charge électrique est proche de celle du bourdon. En approchant la tige en verre, dépourvue de pollen et électrisée positivement, le pollen électronégatif, présent sur les anthères des étamines, saute et adhère à la tige en verre. L'expérience témoin avec une baguette non frottée, donc sans charge positive, ne déplace ni les étamines ni bien sûr le pollen, ce qui montre qu'il faut une différence de charge électrique pour le transfert électrostatique du pollen. Par contre, nous avons eu plus de mal à mettre en évidence le transfert inverse de pollen de la tige vers le stigmate. Nous avons contourné cet écueil en laissant tomber verticalement du pollen latéralement à 2 cm du stigmate et remarqué que la trajectoire initialement verticale des grains était déviée vers le stigmate sur lequel il venait se plaquer, matérialisant ainsi les lignes du champ floral. Dans les deux cas, les grains de pollen se déplacent rapidement sous l'effet de forces électrostatiques contre les forces gravitationnelles. Cette interaction électrique entre les fleurs électronégatives et les bourdons électropositifs peut se comparer aux signaux émis par les balises de radionavigation ILS pour Instrument Landing System, situé en bout de piste, qui guide les avions en régime de vol aux instruments, le long du glide dans le bon plan de descente, pour l'approche de précision jusqu'au début de la piste, qui possède également, comme les pétales, ses lignes et ses taches visuelles. Les études expérimentales de Clark en 2013 puis en 2017 ont montré que le champ électrique floral et ses forces électrostatiques ont été sélectionnés par l'évolution comme nouveaux messages associés aux messages olfactifs, chimiques et visuels produits par les fleurs pour signaler aux bourdons l'approvisionnement en ressources ou leur disponibilité pour la pollinisation. Cette triple information sensorielle, qui semble redondante, permet aux fleurs d'optimiser leur pollinisation et donc leur reproduction sexuée et la construction de la génération suivante, en attirant avec des stimuli de nature différente, d'abord olfactifs puis visuels et enfin électriques, les bourdons, le long d'un gradient de distance décroissant, et aux bourdons de ne pas perdre de temps et d'énergie à butiner une fleur déjà récemment visitée. Les résultats expérimentaux de l'équipe de Dominique Clark démontrent l'importance de l'électrosensibilité des bourdons dans le butinage et dans la pollinisation des fleurs. Ils nous interrogent aussi sur la capacité des fleurs à générer et à contrôler elles-mêmes activement la structure et la dynamique du champ électrique qui les entoure, et posent la question de l'impact potentiel des champs électromagnétiques artificiels issus de l'activité humaine, téléphones et lignes à haute tension, sur le comportement des bourdons et autres pollinisateurs. L'évolution a mis en place, depuis plus de 125 millions d'années, une coévolution entre les angiospermes et les insectes pollinisateurs, avec un mutualisme de nutrition et de pollinisation vital pour les deux partenaires, et sélectionner chez les angiospermes des signaux chimiques, physiques et électriques pour attirer les pollinisateurs et chez les insectes des récepteurs capables de décoder ces signaux. Or, depuis des décennies, l'homme détruit tous les écosystèmes, leurs biotopes et leur biocénose, notamment par l'utilisation de puissants biocides, dont des pesticides comme les néonicotinoïdes, cyniquement appelés produits phytosanitaires par les agro-industriels. La sonnette d'alerte a été tirée dès 1962 par la biologiste Rachel Carlson dans son livre Silent Spring, Printemps silencieux,
qui traite des effets négatifs des pesticides sur l'environnement. D'autant que les plantes à fleurs et leurs pollinisateurs, déjà fragilisés, doivent affronter maintenant l'accélération du réchauffement climatique, qui modifie leur cycle, augmente les contraintes dans la recherche de nourriture et d'eau. Les études montrent que l'on va avoir, avec l'effet des biocides et du réchauffement climatique, un effondrement des populations d'insectes, notamment de bourdons en France, et à l'échelle de l'Europe, avec des conséquences désastreuses sur la pollinisation des angiospermes, selon Arnaud Aurélou, entomologiste au Muséum d'histoire naturelle. Espérons que les politiques, alertés depuis plus de 60 ans par les scientifiques du monde entier, prennent enfin des décisions courageuses dans l'intérêt de la biosphère et de ses êtres vivants, et non pas dans l'intérêt financier court-termiste des agro-industriels et de leurs actionnaires. Un grand merci à Élodie Sanson, assistante éleveuse de Bourdon et adjointe technique des SVT au lycée de l'Elorme, à Vincent Tignac, animateur scientifique à la ferme aux insectes de Savéole, à Cédric Marc, sériste adhérent à la coopérative Savéole, à Madame Céline Petetin, enseignante des SVT, et aux fleurs du jardin du Vaéré à Plougonvelin, créées et entretenues par Gabi, et dont proviennent certaines de ses vidéos.